Ok, c'est parti. Ok, bienvenue tout le monde. Ravi de vous retrouver pour le premier webinaire du coup Cosmogonia. Ça ne sera pas le dernier, mais c'est celui qui nous permet de poser déjà pas mal d'avancements et de partager les premiers résultats d'un projet qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. Donc on est assez ravis de vous avoir aujourd'hui. On va avoir 45 minutes, une petite heure d'échange sur le projet. On va parler un petit peu du contexte de la genèse du projet. On va vous présenter un peu ce qu'on appelle une odyssée de recherche. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot un petit peu mystique? On va revenir sur la thématique de recherche, l'intention, la structuration du projet et de l'équipe. On va vous partager les premiers résultats qui ouvrent, et vous allez voir, ouvrent plein de perspectives et de portes pour la suite. Et ensuite, les fruits de Cosmogonia. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de tous ces résultats et qu'est-ce qu'on imagine déjà pouvoir en faire. Et là-dessus, on aura besoin aussi de vos retours et de vos idées. Et donc, justement, on finira avec les prochaines étapes et une discussion ouverte à la fin. Rapidement au début, on voulait vous présenter l'équipe, qui on est, qui est derrière ce projet Cosmogonia, avec ces magnifiques images détourées. Donc déjà, nous Anastasia et moi, bon, la plupart d'entre vous nous connaissent, mais ça fait pas mal d'années qu'on est très actifs sur ce qu'on peut appeler la pédagogie climat. On a rajouté le mot intense, puisqu'on en a vraiment fait beaucoup de pédagogie climat ces dernières années. Et on avait envie de faire un pas de côté après avoir, pendant longtemps et à de nombreuses occasions, expliqué à beaucoup d'audiences le constat des enjeux écologiques, à quel point le sujet climatique est critique, à quel point c'est important d'agir, de se mettre en action collectivement, individuellement, etc. Et on avait besoin de faire un pas de côté, et donc on s'est lancé dans ce projet un petit peu fou de partir pendant 2 ans, pendant même 3 ans au total, dont 2 à l'international, pour rencontrer des pionniers et des pionnières, pour rencontrer des gens qui sont vraiment déjà dans le monde de demain, si vraiment on reprend des titres comme ça. Donc on a trouvé une super manière de le faire. C'est un projet de recherche qui est sur les bascules écologiques. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Et donc, nous, notre grande intention, c'est vraiment d'essaimer des nouveaux imaginaires, et en tout cas de contribuer à essaimer de nouveaux imaginaires écologiques qui soient crédibles par la recherche, mais aussi et surtout attractifs par différents formats. Et donc, c'est pour ça on a eu le plaisir de rencontrer une équipe qui nous accompagne pour ça depuis déjà plus de 2 ans maintenant. Et notamment, on l'a rencontré grâce à des interventions qu'on a faites à Audencia, où on a rencontré José, qui nous a fait rencontrer Céline, puis Arnaud, et toute l'équipe qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, on te passe la parole, Céline, pour que tu puisses te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis oui, enseignante et chercheuse, en particulier sur les comportements de consommation. Et ce qui est devenu important et même, je dirais, presque vital pour moi, et qui est commun d'ailleurs à nous trois, Arnaud et José, c'est de mettre notre temps de recherche, notre temps de pédagogie au service des enjeux environnementaux et sociaux. Et on a la chance, quand on est enseignant-chercheur, de pouvoir choisir les sujets sur lesquels on travaille. Alors, on a foncé, d'autant plus que moi, j'avais aussi une envie d'une aventure humaine et collective. Et là, enfin, voilà, cette rencontre a été ouais, vraiment chouette pour ça. Merci. Ouais, tout à fait. Ben, je rejoins complètement ce projet. Effectivement, moi, mes recherches m'ont amené plutôt sur ce qu'on appelle le comportement organisationnel, donc pas celui du consommateur, mais en fait comment on travaille ensemble, comment on gère les conflits, comment on arrive à créer une dynamique organisationnelle. Et voilà, moi aussi aujourd'hui, j'ai envie de mettre ça au service de la compréhension des bascules et des aliments qu'on recherche. Et donc moi, c'est José Maillet, je suis enseignant aussi à Audencia, comme Céline. Et la rencontre, elle s'est faite avec Anastasia Bonot depuis un certain temps. C'était à partir de 2020 pour enseigner des cours sur les sujets de transition écologique et sociale à Audencia. Et puis en fait, en avançant, on a créé une école dédiée qui s'appelle Gaïa, qui est spécialisée sur les sujets de transition écologique et sociale, pardon. Et ce qui est intéressant dans ce programme, dans ce projet Cosmogonia, c'est vraiment de comprendre, moi, ce qui m'intéresse, hein, le côté pédagogique, c'est ce qui meut les étudiants. Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant va basculer ou pas? Qu'est-ce qui va représenter une bascule pour lui, qui est peut-être pas la même chose? Donc, quelle est la définition de la bascule? Et en fait, dans ce programme de recherche, eh ben, on essaie de mettre en lumière les différents éléments qui vont permettre de comprendre les pivots. Voilà. Et donc, on s'est lancé tous ensemble dans un grand projet qu'on a appelé, brandé, réfléchi tous ensemble autour de la table à Audencia, mais pas que, et jusqu'à arriver à une certaine structuration. Et on va directement vous plonger dans ce qu'on a réussi à faire jusqu'alors.
en vous montrant les chiffres clés avant de rentrer dans un peu plus de détails, notamment qu'est-ce qu'on apprend en chemin, comment on est structuré, quelle est la méthodologie de recherche et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces résultats. Donc l'Odyssée, c'est un bien grand mot pour préciser que c'est un grand projet de recherche, mais pas que. Et donc aujourd'hui, on a fait des interviews dans, je ne sais même plus à jour, dans 10 à 12 pays. Et on continue encore jusque en Corée du Sud et au Japon avant de repartir dans l'autre sens. Donc l'idée, évidemment, c'était de répondre à la thématique de l'immersion, de l'exploration, mais aussi toucher du doigt quelques éléments autour des variations culturelles. Qu'est-ce qui peut exister comme éléments consistants ou hétérogènes au sein des différentes populations du monde, avec évidemment beaucoup d'humilité sur ce sujet. Et donc, on a quasiment mené une centaine d'interviews qualitatives. Donc, ces interviews sont des entretiens de 2 heures avec un cadre de confidentialité, un cadre de confiance, etc. Et donc, des personnes qu'on a identifiées en amont pour pouvoir passer du temps avec elles, souvent dans leur organisation, parfois dans leur vie privée même, et faire en sorte de mieux comprendre pourquoi ces personnes ont basculé, à la fois individuellement et aussi souvent collectivement. On est aussi une équipe pluridisciplinaire qui représentons différents secteurs, mais aussi différents niveaux d'expertise ou thématiques d'expertise. Et encore une fois, avec beaucoup d'humilité, ça reste quand même un sujet qui brasse beaucoup d'entretiens et beaucoup de données, ce qui, on l'a compris au fur et à mesure, n'était pas forcément la norme dans la recherche qualitative. C'est le cas dans le quantitatif, mais moins dans le qualitatif. Donc c'est un modèle qu'on peut considérer comme hybride maintenant, dans le sens où on collecte de la donnée qualitative qui prend du temps à collecter, qu'on commence à pouvoir quantifier aussi. Et on veut créer des passerelles concrètes entre des personnes qui incarnent déjà le monde de demain ou font des choses très concrètes en lien avec la transition écologique pour pouvoir les mettre au service de différents écosystèmes, que ce soit des écosystèmes militants, des écosystèmes académiques, mais aussi des réseaux divers et variés par la suite. C'est aussi un modèle hybride dans la constitution de l'équipe. On est quand même pas du tout des mêmes environnements de base entre Arnaud, Céline, José et nous. Et c'est ce qui fait une des forces aussi du projet, c'est que c'est assez particulier dans sa structure, mais également dans notre manière de travailler. Voilà, on est vraiment dans du formel et de l'informel en même temps. On a vraiment un enthousiasme assez particulier avec ce projet. Et parce que c'est aussi un alibi, ce qu'on a mis à la fin, pour grandir nous aussi et apprendre. Donc c'est une manière aussi, ce projet, de vivre des immersions qu'on ne pourrait pas vivre sans. Ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup partagé et qu'on observe à chaque fois, à chaque nouveau pays. Et Cosmogonia nous permet quand même d'avoir un niveau de rencontre, d'échange et d'apprentissage qui est assez inédit, quoi. Et c'est ça aussi qu'on aimerait bien transmettre derrière par la suite. Même si c'est compliqué de partager tout ce qu'on vit, mais on va faire ce qu'on peut. Voilà. Bah voilà un petit peu là ce que ça donne aujourd'hui. Donc ça, à la base, c'était un plan. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est déjà vachement loin dans ce plan. Donc ça va assez vite, mine de rien. Ça fait 10 mois qu'on est parti de France. Donc on a une partie de l'équipe qui est restée là-bas en France et une partie qui est au milieu de la Chine. Et vous voyez un peu toutes les étapes, même s'il y en a un peu plus en réalité de manière précise, mais vous voyez toutes les étapes qu'on a suivies pour arriver où on est là et jusqu'où on veut aller. Sachant que dans chaque pays, on fait des interviews, mais pas que. On vit aussi à la fois le voyage pour aussi prendre du temps pour découvrir, s'imprégner des cultures dans lesquelles on passe, et de l'histoire des pays et de leurs liens géopolitiques, écologiques, avec toute la complexité qu'il y a derrière. Mais aussi, on utilise aussi nos autres casquettes de pédagogue pour aussi former des gens, accompagner les différents programmes de formation sur place. Donc voilà, c'est Cosmogonia et c'est vraiment le fil rouge. La recherche représente le fil rouge d'une odyssée qui, elle, est plus vaste que ça. Donc là, on en est au milieu de la Chine et normalement, au fur et à mesure, d'ici 3 mois, on devrait être jusqu'au Japon avant de prendre plaisir à revenir dans l'autre sens pour faire ces plus de 10 000 kilomètres. Voilà, c'est assez dense, mais voilà, puisqu'on prend le temps de le faire sans se presser, le rythme n'est pas si fatigant que ça. Bon, je vous confirme quand même qu'on a quand même des trains et des bus qui mettent plus de 20 heures, hein. C'est quand même costaud. Mais en tout cas, c'est assez chouette et assez enthousiasmant.
Pour les personnes qui étaient au campus de la transition, je vois que certains visages se sont connectés et qui étaient au campus de la transition. On a interviewé beaucoup de nouvelles orgas depuis. Et donc la partie du bas, pas que d'ailleurs, c'est globalement toutes les organisations qu'on a réussi à rencontrer en itinérance depuis qu'on est parti, avec des temps d'immersion plus ou moins longs. Donc quand je dis plus ou moins long, ça va de 4 heures, donc le temps d'une interview, un café avant, un café après, à parfois une semaine, voire plus, d'immersion avec les différentes organisations. Et dedans, on a tout un tas de typologies d'organisations qui vont de grands centres d'agroécologie en Turquie, en passant par des organismes qui travaillent autour de la décroissance, de cabinets de conseil qui accompagnent les transitions écologiques des territoires, ou encore des organisations qui sont plutôt de l'ordre de la pédagogie dans différents pays. Et on a donc rencontré maintenant 42 organisations. Donc probablement qu'on fera une célébration au bout de la 50e avec évidemment beaucoup d'entretiens menés en France, parce qu'on a passé beaucoup plus de temps que prévu en France pour roder et préparer le projet. Donc ça avait largement dépassé le rodage, hein, évidemment, mais Et pour gérer les 18 soirées de départ, c'est quand même on a du temps. Il manque des logos d'ailleurs, hein. Si oui. vous envoyez qu'il manque, vous en faites pas. C'est juste on a oublié certains logos, je pense. Et donc là, vous voyez, en fonction des drapeaux, c'est aussi l'occasion de tester vos connaissances dans les drapeaux du monde entier. Mener des entretiens en Kazakhstan, en Géorgie, en Turquie, en Hongrie, au UK, avant de partir vers l'Est total, et les nombreux entretiens qu'on a menés en France. Donc là, on espère, au fur et à mesure, réussir à inverser la tendance et avoir à minima un équilibre dans les entretiens qu'on mène à l'étranger versus en France. Et donc, ouais, l'idée, c'est d'atteindre. On a fait une centaine de personnes en interview, mais l'idée, c'est de pouvoir atteindre une centaine d'interviews à terme avec la Corée et le Japon. Et évidemment, sur le retour aussi, on va repasser par différents pays et on va revoir des nouvelles personnes, puisqu'il y a déjà des gens qui nous attendent. Voilà. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va nous emmener, mais en tout cas, on a de quoi faire encore. Euh, un petit pêle-mêle de plein de moments glanés en photo de toutes ces interviews. Donc c'est voilà, c'est un bon mélange de moments assez informels parfois. On est accueilli parfois dans des endroits très carrés, informels, propres. Et des fois, c'est vraiment sur la ferme ou dans le lieu de l'orga ou dans un café. Enfin, donc, c'est vraiment assez chouette de voir la diversité des modes d'interview. Et parfois, on vit vraiment des immersions très, très vastes quoi, qui vont bien au-delà de l'interview, quoi. Donc c'est assez chouette. Et l'idée, bien évidemment, avec ces immersions, c'est de pas simplement poser le micro, dire bonjour, dérouler la grille d'entretien et ensuite partir. L'idée, c'est d'essayer de compiler un certain nombre d'informations sur l'organisation, son fonctionnement, essayer autant que faire se peut de tenir un journal de bord. On n'est pas encore parfait là-dessus, loin de là, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de bien complet à terme pour pouvoir parler au mieux des différentes organisations. Ouais. De toute façon, les questions qu'on pose sont suffisamment intimes et très profondes que ça nécessite vraiment de prendre le soin, de préparer l'interview, de connecter avec la personne. C'est pas des questions qu'on pose comme ça au détour d'un verre ou d'un café. Mm. Donc c'est assez particulier comme interview, mais on va y revenir un petit peu après. Ah. Oh. Et ben, l'équipe de recherche au complet, en fait, part en immersion. On a eu la chance de découvrir la Casbah, l'Oasis des âges, le campus de la transition 2 fois, parce qu'on y est retourné avec Spark News, les Amanins. Donc voilà quelques photos de bons moments partagés et de découvertes sur les différents lieux. On a envie de continuer de découvrir des lieux. On aimerait beaucoup, je crois avoir vu Adrien qui se connectait, on aimerait beaucoup aller au Moulin et puis bon, découvrir, voilà, plein d'autres endroits. Et ça fait vraiment partie de la recherche, mais aussi des bons moments. Ouais. Ah, merci Adrien. Oui, il y a quand même pas mal de choses qu'on ne peut pas voir qu'avec l'entretien. Il faut savoir que nous, on vit tous les entretiens, mais après, ils sont retranscrits et l'équipe de recherche peut les parcourir aussi derrière. Mais il y a vraiment des éléments qu'on peut comprendre et saisir que lorsqu'on est sur place, notamment, je pense à la caserne bascule ou au campus de la transition. Et voilà, c'est vraiment ce genre de lieu où il faut comprendre aussi en étant sur place avec ces différents sens pour vraiment avoir la vue holistique de l'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous puissiez vous déplacer et il y aura encore plein d'autres immersions l'année prochaine. C'est clair. Ouais, les rencontres informelles sont toujours extrêmement riches.
et les expériences sur les lieux. On va vous parler un peu du projet de recherche maintenant de manière un peu plus détaillée. La grande question qu'on se pose, que vous devez connaître maintenant, puisqu'on a quand même pas mal rabâché ces derniers temps, on se pose la question des ingrédients qui favorisent les bascules écologiques. Alors, à la base, on parlait du terme bascule comme étant à la fois un enjeu individuel et un enjeu collectif organisationnel. Le projet s'est finalement beaucoup plus réorienté vers la bascule individuelle. Donc, il y a une sous-question qui permet de préciser ça, c'est quelles sont les conditions et les leviers qui permettent à des individus de changer radicalement de mode de vie en faveur des enjeux écologiques. Euh, donc ça, c'est vraiment la grande question de recherche qu'on se pose, euh, qui a découlé derrière avec un grand guide d'entretien très précis sur différentes thématiques avec beaucoup de questions. Et il a fallu donner une définition à la bascule écologique, puisque ça peut tout dire plein de choses, en fait, ça dépend de ce qu'on a derrière. Donc on a posé une définition qui est une démarche consciente, intentionnelle et radicale d'alignement des modèles de vie et des comportements avec les frontières planétaires. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là que s'inscrit notre question de recherche sur les bascules écologiques. Et donc on s'intéresse aux gens qui décident de changer complètement de mode de vie et pour prendre une trajectoire qui est parfois opposée à leur mode de vie jusqu'à présent. Voilà, pourquoi des gens font ça, quels sont les ingrédients, les rencontres, les événements de vie qui les mènent à faire ça. Et vous savez très bien de quoi on parle, puisque pour la plupart d'entre vous, vous êtes concernés aussi par ça. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant les résultats. Voilà, et cette définition, en fait, on a dû la poser parce qu'en fait, dans l'univers un peu franco-français, les mots de shift ou de bascule, dans ce petit milieu sont assez diffusés, mais en réalité, sur la scène internationale et académique, pas tellement. C'est quelque chose qui n'a pas été vraiment défini. Alors, commencent à émerger des concepts un peu proches, hein, donc effectivement, changement de paradigme, puisque effectivement, pourquoi on le définit pas? Parce que justement, ça implique un changement de paradigme. Aujourd'hui, il y a la notion de socio-ecological tipping point, hein, donc qui renvoie à cette notion de bascule. On retrouve bien sûr dans des travaux un petit peu plus anciens, par exemple chez Ness, la différence entre la deep ecology ou au contraire une approche shallow qu'on appelle aussi d'ailleurs dans la littérature dominante, hein, aujourd'hui de la RSE, les comportements pro-environnementaux, hein, donc, mais évidemment qui pour nous ne sont pas satisfaisants parce que il ne vise pas spécifiquement un alignement radical avec les frontières planétaires et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Voilà. On a deux objectifs qui sont, enfin presque trois finalement. Alors le premier qui est ici, c'est la recherche, écrire et publier des articles académiques pour faire avancer la recherche. Un tout petit point de précision peut-être sur ce qu'on entend par article académique, ce sont des articles qui sont validés scientifiquement par des experts du secteur. Donc il ne s'agit pas de faire simplement un article qu'on va publier dans un journal. Là, l'idée, c'est de publier dans un journal scientifique et pour y parvenir, il faut passer certains rounds, certaines validations sur la caution scientifique et la qualité de la publication qui est faite. Donc parfois il y a des allers-retours, ça demande beaucoup de temps, il y a beaucoup d'inertie dans la recherche. C'est pas aussi simple que de faire une publication, mais c'est l'intérêt des recherches académiques par rapport à un travail par exemple journalistique. Le deuxième élément, c'est la vulgarisation. On a pour objectif, et c'est un peu l'enjeu de ce webinaire ce soir, de diffuser les résultats pour nourrir de nouveaux imaginaires, essayer de travailler sur les narratifs, faire en sorte que, à travers ces travaux-là, on puisse vulgariser, expliquer ce qui a été vu, ce qui est pressenti, à travers différentes instances qui sont un peu en avance de phase, comme on disait tout à l'heure. Puis un autre objectif, et notamment pour la pédagogie au sein d'Audencia ou de Gaïa, on cherche, à travers ce qu'on va obtenir comme résultat, à affiner les ingrédients qui vont permettre à nos étudiants de pivoter. Quand on travaille au sein de Gaïa sur les sujets de transition, on ne sait pas bien ce qu'on génère chez les étudiants. Et l'idée de cette recherche ici, eh bien, c'est peut-être aussi d'avoir quelques clés de compréhension pour adapter les enseignements. Alors pourquoi la recherche? Mais la recherche nous permet d'aller en profondeur pour ne pas se limiter aux évidences. Donc notre approche, elle est compréhensible. Donc on regarde les individus dans leur contexte de vie, pas uniquement les projets. Et puis concernant les projets, on ne regarde pas uniquement les porteurs de projets, mais les différentes parties prenantes. Donc on regarde sous différentes facettes et on confronte. Et ça nous permet de comprendre plus en finesse. Par exemple, un exemple, comprendre que les entrepreneurs engagés, eh bien, ils le sont parfois plus par nécessité que par envie d'entreprendre, par la nécessité de vouloir faire bouger les lignes.
voilà, c'est une des découvertes que l'on a faites. Un autre exemple de découverte que l'on développera plus tard, c'est lié aux enjeux de pouvoir. Donc, les entrepreneurs engagés qui renoncent aux attributs de pouvoir classiques. Vous devez vous reconnaître des entrepreneurs, l'argent, la grosse voiture, la résidence secondaire avec la piscine, tout ça, ce sont des choses qui ne font pas partie, des attributs de pouvoir de l'entrepreneur engagé. Et pour autant, c'est pas une évidence de se défaire de tous les attributs de pouvoir. Donc, on se rend compte que c'est un long chemin que de travailler sur sa posture de dirigeant. Voilà, on l'illustrera tout à l'heure. Mais voilà, regardez, comprendre, explorer des nouvelles choses. Alors, dans la recherche, hein, il y a différentes approches. En gros, pour faire court, il y a deux grands mouvements. Il y a un mouvement où on pense qu'on a de bonnes raisons de savoir quelles sont les bonnes hypothèses, hein, à partir d'un raisonnement ou d'un sujet qui est un peu mature, ce qu'on appelle l'approche hypothético-déductive. Et puis, il y a une approche qui est celle qu'on a choisie nous, qui est plutôt de considérer qu'on comprend pas le phénomène, qu'on le connaît pas, et donc de rester ouvert, de pas tout de suite se focaliser sur un angle et un regard. Et dans ce cadre dit inductif, bah, nous, en fait, on suit ce qu'on appelle la théorie enracinée, qui est une approche qui consiste à effectivement partir vraiment du matériau de recherche et petit à petit d'essayer de nommer ce que l'on a entendu, de le discuter en équipe, de le modéliser, de l'affiner. Bien sûr, on va le confronter à la théorie ou à ce qui a été développé par d'autres, hein, sous forme d'aller-retour, mais en fait, on essaye de rester ouvert à des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas imaginé, de sorte à faire émerger effectivement des cadres théoriques nouveaux. Et ça, c'est assez puissant, notamment pour nous qui partions avec plein d'idées en tête et ayant quand même été dans le sujet depuis longtemps. Ça permet d'avoir une certaine posture d'humilité et de prise de recul pour bien observer ce qui sont des évidences, qui paraissent des évidences. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc, ça apporte de la nuance aussi et c'est assez chouette, en tout cas, cette théorie enracinée qui casse les codes, en tout cas, de notre point de vue. Euh, Comment on est structuré? Donc, on a une équipe cœur, qu'on appelle l'équipe cœur de recherche. Donc, c'est composé de nous cinq. Et on travaille donc sur deux jambes. La première jambe, c'est une méta-étude qui vise à justement collecter de la donnée au travers d'interviews qualitatives, donc qui peuvent durer entre 1 heure et 2 heures et demie, même un peu plus. On a quand même des interviews qui durent très longtemps, qui sont très riches. Et donc, ces données-là, ensuite, on les analyse, on fait ce qu'on appelle des codages collaboratifs. Donc, c'est ce que disait Arnaud. On explore, on chemine, on essaie de comprendre et de poser des designs, même visuels, hein. C'est vraiment un travail de design, de comprendre un petit peu tous ces éléments. On part de beaucoup, beaucoup de données, il faut essayer de leur donner du sens. Donc, on conceptualise pas mal de choses. On passe par ce qu'on appelle des mémos. Donc, il y a plein d'étapes assez intéressantes à suivre. Donc, d'ailleurs, il y a voilà, ce petit schéma pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc de l'analyse jusqu'à la thématisation, puis la conceptualisation, puis on revient sur de la collecte de données. Donc, c'est assez dense, c'est assez riche et c'est pas mal d'itérations pour à terme pouvoir vulgariser les résultats grâce à un travail de data visualisation qu'on va vous présenter un petit peu après. Et la deuxième jambe de ce projet, au-delà de cette étude-là, c'est l'écriture d'articles où là, l'équipe Cœur travaille avec notamment des chercheurs et des chercheuses associés sur des thématiques dédiées pour écrire des articles qui se nourrissent justement du jeu de données qu'on a collecté, mais qui également le crédibilisent dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment ces deux jambes importantes pour nous, collecter de la donnée, la mettre en couleur, lui donner une histoire, raconter des choses avec ça, et se baser aussi sur des écritures d'articles qui crédibilisent, qui nourrissent aussi ce jeu de données-là. Et donc aujourd'hui, on a 3 articles qui ont été écrits, qui sont en cours de publication. Donc c'est tout un processus. On aura peut-être le temps d'évoquer en détail si ça vous intéresse, de voir comment passer de l'écriture d'un article, en tout cas de l'idée d'un article à sa publication réelle dans une revue. Donc aujourd'hui, on a 3 thématiques. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc c'est les 3 premières œuvres d'articles sur lesquelles on est. Donc voilà un peu ces deux grandes jambes-là. Donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure hein, sur la partie vulgarisation et sur la partie écriture d'articles et recherche académique. Et donc ça, ce travail-là, il s'inscrit aussi plus globalement dans notre intention, dans un écosystème plus vaste que simplement le projet Cosmogonia. Donc l'idée pour nous, c'est aussi de communiquer, de dialoguer, d'échanger avec d'autres instances, d'autres parties prenantes, d'autres profils,
Donc, il y a notamment un groupe de travail de RIOD entre Cosmogonia et le campus de la Transition. Donc, Arnaud, est-ce que tu veux en parler rapidement du groupe de travail? Oui, alors effectivement, le RUOD, hein, c'est un réseau académique qui s'appelle Réseau interdisciplinaire Organisation et Développement Durable. Et dans ce cadre-là, on a créé un groupe de travail qui implique aussi d'ailleurs le campus voilà, de la transition pour essayer voilà, d'associer d'autres chercheurs, d'autres mouvements qui réfléchissent ce que donc en fait au campus ils appellent la grande transition, qu'on peut appeler bascule, qu'on peut appeler shift. Voilà, on cherche la même chose et on va essayer voilà, d'associer d'autres chercheurs. Donc, on chemine ensemble sur ces grandes thématiques. Également, avec Spark News, on a un travail en commun, puisque Spark News travaille sur un sujet qui leur tient à cœur, qui est l'intergénérationnel et le rôle de l'intergénérationnel, et notamment au travers des séminaires parents-enfants, sur l'impact que peuvent avoir justement ces séminaires pour la bascule des dirigeants. Et donc là, c'est un travail qu'on mène avec eux pour les accompagner sur un projet de recherche-action, mais également des convergences qui sont en cours de discussion et à définir avec notamment des organismes comme la Fresque du Climat, comme le projet Trajectoire écologique que vous avez dû peut-être voir passer de Clément Perrault et Tamara, mais également plein d'autres. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse intégrer quelque chose de plus vaste, un écosystème au global pour faire avancer à la fois de la recherche, mais aussi dans la mise en application des bascules. Et ça peut se développer sous plein de formats derrière. Il y a aussi un projet qu'on a démarré, initié avec la Convention des entreprises pour le climat, qui travaille aussi sur ces bascules des dirigeants. Voilà, il y a plein de choses. Si vous avez des idées d'ailleurs, ça sera l'occasion derrière. Et dit concrètement, en synthèse, la partie gauche de ce que vous voyez sur le visuel, ça représente l'étude générale qui répond à la question des ingrédients qui favorisent les bascules écologiques chez les individus. Et donc, pour répondre à ça, on a plein d'étapes intermédiaires. Et de ces étapes intermédiaires, on se rend compte qu'on peut creuser des thématiques spécifiques. Donc, c'est ce qui amène aux différentes thématiques que vous voyez sur la partie droite, avec des thématiques de papiers de recherche qui ont été soumis à différentes revues académiques. Et en parallèle de ça, il y a aussi des sujets connexes qui sont pas complètement de l'écriture de papier de recherche, mais qui sont quand même de l'ordre de la grande thématique de recherche. OK, on y arrive. Donc ça, j'imagine, c'est que c'est sûrement la partie qui intéresse le plus les participants et Donc, participantes d'aujourd'hui. on a des choses à vous partager, mais on a aussi plein de choses qui ne sont pas encore claires. Donc, on ne pourra pas vous partager les résultats définitifs. Ce n'est pas l'idée de ce webinaire, mais c'est de poser quelques briques. Euh, on on a 4 grands axes de recherche qui sont sortis de ce travail exploratoire, de recherche de théorie enracinée, de conceptualisation, d'essayer de trouver un cadre théorique de tout ça. Puisqu'au début, il faut imaginer qu'on a plein d'interviews qui donnent énormément de matière et il faut mettre tout ça en lumière, en harmonie et en ordre. C'est presque comme une partition musicale. Et donc, les 4 grands axes de recherche qui guident aujourd'hui nos analyses sont les racines, le cheminement, les effets visibles et les facteurs de pérennité. Donc, dans les racines, ça répond aux questions de qu'est-ce qui prépare la bascule dans la vie des gens. Ça se situe plutôt au niveau de l'enfance, au niveau de l'adolescence, au niveau de la première identité qui se crée à ce moment-là. Et c'est quoi les premières briques? Voilà. Quelles sont les premières briques qui forgent un potentiel de bascule chez les individus? Ensuite, on a le cheminement. Là, on est vraiment dans le processus, souvent cognitif, émotionnel, des personnes entre la fin de leur enfance et leur bascule, et qui rendent possible cette bascule. Donc, le cheminement, c'est très vaste, ça embarque plein de choses, on va en parler après. Ensuite, on a les effets visibles. C'est voilà, qu'est-ce qui me dit qu'Anastasia a basculé, quand on le reconnaît dans ses comportements, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, dans ses choix de vie. À quoi ça ressemble quelqu'un qui a basculé et comment on peut la reconnaître avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, les facteurs de pérennité, qui est extrêmement important aussi. Comment on peut s'assurer que la bascule tient dans le temps? Qu'est-ce qui fait que les gens ne reviennent pas en arrière? Et s'ils reviennent en arrière, pourquoi? Comment? Sur quoi ils reviennent en arrière? Quels sont les facteurs de résilience dans la bascule, dans le temps? Voilà, donc ces 4 grands axes-là sont vraiment les principaux piliers, en tout cas, du travail qu'on mène aujourd'hui et qui ont mis du temps à cheminer. Hein. Ce n'était pas cela au début, ça a pris pas mal de mois, puis même de longs mois pour pouvoir arriver à ces axes-là qui aujourd'hui collent bien, en tout cas, avec la question et nous permettent d'avoir une vision plus fine derrière. Donc, avant de vous donner un peu plus de détails, il faut savoir que ce qu'on va vous présenter, en tout cas les premiers résultats qu'on a aujourd'hui, se basent que sur 30% des interviews. On a pu analyser 23 interviews sur les 77 qu'on a, qu'on a réalisées, qu'on a collectées, puisqu'une fois qu'on collecte des interviews, il faut les retranscrire. Une fois qu'elles sont retranscrites, il faut les lire, puis faire tout un travail de codage qui est extrêmement dense. Donc, on n'a pas encore fini, c'est en chemin, mais 23, c'est déjà pas mal pour avoir des ordres de grandeur.
Donc, sur ces 30%, on a déjà 900 verbatim. Des verbatim, on appelle verbatim des passages d'interview, des phrases marquantes, des éléments de langage ou des mini-histoires dans les interviews qui résonnent en tout cas pour notre question de recherche. Donc, ensuite, on les analyse et on les code, on les classe, on les catégorise au sein de différentes variables. Les variables, ce sont les ingrédients des bascules. Donc, aujourd'hui, on a 195 variables uniques. C'est énorme, c'est beaucoup trop. On essaie de les réduire. En tout cas, ça fait partie de l'intention qu'on catégorise en des catégories uniques. Donc ça fait un beau bazar. Et donc on aime bien prendre cette image qu'on est un petit peu comme ces gens qui trouvent des pierres brutes et qui essaient de les polir, de les mettre en forme et d'en tirer des pierres précieuses, puisqu'on a vraiment l'impression d'avoir un coffre de pierres devant nous avec ces données de recherche qualitative et surtout ces récits de vie et ces partages de vie que nous partagent les pionniers, qui sont vraiment extrêmement riches, extrêmement touchants, extrêmement intimes. Et donc ça, c'est aussi une responsabilité de notre part d'en faire quelque chose pour la suite. Un petit peu avant de continuer, les racines, le cheminement, les effets, la pérennité, une fois qu'on les voit posés sur une slide, je pense que ça paraît évident pour la plupart des gens. Mais il faut vraiment partir du principe que quand on a un entretien de 40 pages avec du texte brut, il faut d'abord essayer de conceptualiser, échanger longuement, lire plusieurs personnes, lire les entretiens et ensuite en parler ensemble pour voir ce qui ressort. Et c'est de nombreuses réunions et échanges qu'on a réussi à définir ces 4 grandes catégories dans lesquelles on s'est rendu compte que la plupart des verbatims qui nous intéressaient par rapport à la question de recherche pouvaient rentrer. Et ensuite, on a déterminé les 195 variables uniques qui sont attribuées donc soit aux racines, soit au cheminement, soit aux effets, soit à la pérennité. Donc, dit concrètement, on se retrouve avec des fichiers de codage dans lesquels on a les racines, puis en dessous, 40, 50 variables uniques qui sont des catégories qui sont attribuées aux racines de la bascule écologique chez les individus. Donc, on arrive sur du concret. Si on vous pose la question des racines, qu'est-ce qui vous viendrait en tête comme ingrédient des bascules dans cet axe des racines? À votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans les interviews des gens? Quelles sont les variables, les ingrédients des bascules qu'on retrouve dans les racines le plus dans la vie des gens, dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leurs racines de vie? Qu'est-ce qui les mène à des bascules, en tout cas qui y contribuent? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat ce qui vous vient en tête? Vous pouvez prendre la parole directement aussi. Un papa facho, peut-être, peut jouer, les parents. Mais c'est le moment de mettre dans le chat ce qui vous vient en tête. Un choc. Oui. Les valeurs inculquées dans le cadre familial, la parentalité, le rapport aux parents, le fait d'avoir des enfants. Alors ça viendra un peu plus tard, parce que là, on est vraiment encore sur la première partie de vie des gens. Le care, Là, quand on a déterminé racine comme grande... oui, alors le scoutisme. scoutisme, effectivement, ça Non. revient. On parle vraiment de ce qui se passe dans l'enfance ou la jeune adolescence des personnes. Le milieu social. Bah, en fait, Oui. tout ce que vous mettez, on les retrouve, hein. C'est juste maintenant, on va pas tout vous partager, parce que 195 variables, c'est quand même beaucoup trop. On va vous partager celles qui sont le plus revenues pour l'instant, mais sachant que ça va encore évoluer. Mais effectivement, là, il y a plein de choses qui sont hyper Proximité avec pertinentes. la nature. Voilà ce qu'on retrouve voilà, vraiment en synthèse, hein. C'est beaucoup plus détaillé que ça. Là, c'est vraiment une liste incomplète et qui n'est pas exhaustive. Donc, d'ailleurs, on vous demande de ne pas les partager ni les utiliser pour le moment, puisque ça a vocation à évoluer. Ce qu'on retrouve de manière le plus récurrente, c'est vraiment ce qu'on a appelé sensibilité au vivant et à la nature. Donc là, dans cette variable-là, il y a plein de sous-variables dedans qu'on a mis dans cette boîte-là. Donc c'est effectivement des contacts qui soient sensoriels, émotionnels, presque philosophiques aussi, avec ce qu'on appelle le vivant, mais également des relations à la nature. Donc un contact avec la nature, des balades récurrentes dans la forêt, dans le jardin de mamie, des trucs comme ça. On retrouve assez régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Donc les personnes qui ont basculé ont souvent vécu ça, mais on retrouve aussi beaucoup de voyages. Un voyage pendant l'enfance, un voyage pendant l'adolescence. Un voyage, ça peut être très loin, mais ça peut être aussi pas très loin, mais quelque chose qui en tout cas pour la personne qui nous parle, est un voyage. Et dans le voyage, ça a souvent été associé à soit un choc, quelqu'un l'avait mis dans le chat, un choc ou une ouverture d'esprit simplement. Donc, dès lors qu'on voyage dans l'enfance ou dans la jeune adolescence, on a une ouverture d'esprit qui peut être différente. Ce qu'on retrouve aussi, de manière un peu moins récurrente, mais quand même assez souvent, c'est une notion de privilège. C'est quand même des personnes qui ont eu accès à des choses, plus que la moyenne. Un rapport aux sciences assez aigu, une sensibilité sociale. Donc, avant l'enjeu écologique, il y a très souvent l'enjeu social, qui est vraiment une racine assez forte. Et ce qu'on a appelé curiosité intrinsèque, c'est des personnes qui ont besoin de comprendre le monde. Voilà.
qui ont des questions sans réponse et une réponse amène souvent une autre question. Voilà, peut-être que vous vous retrouvez là-dedans, c'est même probable. Encore une fois, on décortique des évidences, hein. Donc là, on le voit particulièrement, c'est des choses qui nous paraissent évidentes. Mais là, on commence à réussir à les pondérer, à les quantifier. On va aller un peu plus dans le détail avec les cheminements, où là, on a passé la partie racine. Là, on est plutôt dans le cheminement, donc tout le processus de bascule entre le moment où j'ai mon identité initiale et je vais développer une nouvelle forme d'identité de basculeur, de basculeuse. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme ingrédient durant le cheminement? Avant tout, des rencontres. Un burn-out, des rencontres, des influenceurs, des proches, célébrités, un cercle social, une communauté, Un ras-le-bol, une saturation, ouais, du temps, du temps. des lectures, Janko, J'en donc des documentaires, ok, des avoir enfants. des enfants, Ouais. Un burn-out, quête de sens, connaître les ordres de grandeur. des claques, des formations. Bon, en fait, on n'a pas besoin de faire 2 ans de voyage. En fait, on leur demande, ils ont la réponse. En même temps, on a une audience particulière C'est de facile. gens qui... Être avec des écolos. Vous allez voir, encore une fois, c'est pas mal d'évidence, mais là, on va rentrer dans une vision encore un peu plus fine. Là, on vous a mis 3 catégories, quasi omniprésent, récurrent, courant. En termes d'ordre de grandeur, courant, c'est plus de 25% des gens. Récurrent, c'est plus de 50% des gens. Et quasi omniprésent, c'est plus de 75% des gens. Donc, en gros, ce que vous voyez à gauche, c'est quasiment tout le monde qui active un moment dans sa vie. Alors, pas juste qui passait par là, mais qui est vraiment passé par là de manière fondatrice. Ça a été vraiment important pour eux. Donc, on retrouve un engagement associatif. En fait, donc, ça peut être très vaste, hein, l'associatif, mais c'est des personnes qui ont eu un espace de connexion avec le monde associatif. Donc, le bénévolat notamment, le fait de passer du temps pour des causes progressistes, on peut dire positives ou utiles, etc. Que ce soit dans le social ou l'environnemental, hein, d'ailleurs. Vous avez parlé d'alignement et de sens, on le retrouve évidemment. Quand on met alignement et sens, c'est donc des personnes qui ont ressenti un besoin d'alignement et de sens et qui sont parties à la quête d'eux. Que ça peut passer par plein de sous-choses derrière, mais donc ça, c'est revenu de manière quasi systématique. Et le besoin, et il y a le fait de le trouver, ce sens. Donc ça joue aussi dans le cheminement. Le cheminement, ça peut durer plusieurs années. La montée en compétence, vous l'avez dit, le fait de connaître les ordres de grandeur. Alors, on peut mettre Janko dedans, effectivement. Suivre des formations. C'est suivre des formations, monter en compétences. Voilà, on a plein de choses. La dissonance, qu'on n'a pas que des choses positives, on a aussi des moments de vie assez difficiles, hein. Le burn-out, on l'a aussi. Alors, on ne l'a pas mis là dans cette liste-là parce qu'il n'est pas encore suffisamment représenté, mais ça va sûrement arriver aussi, l'anxiété. C'était beaucoup lié à la dissonance, le burn-out. Donc, La dissonance est assez forte pour la plupart des gens. Donc, c'est un moment où on se retrouve un peu perdu entre deux mondes. Ce qu'on retrouve de manière récurrente, c'est la mise en action. Ça, c'est évident. Le fait de se mettre en action, ça fait partie du cheminement. Le temps libre, je sais que Victor et Justine, vous l'aviez dit, c'est récurrent, mais ça va devenir même beaucoup plus au bout d'un moment. Le fait d'avoir du temps est un game changer assez énorme. Le rapport à l'argent, quasiment toutes les personnes passent par un moment dans leur vie où ils doivent repenser leur manière de percevoir l'argent et leurs besoins par rapport à ça. Donc après, voilà, on a plein de choses. je tiens à préciser sur la partie esprit entrepreneurial, je vous rappelle que les personnes qu'on interviewe, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ont lancé des projets. Donc, c'est plus juste des personnes, c'est déjà très bien, mais ce sont plus juste des personnes qui font partie d'une association en tant que membres. On parle de personnes qui, à un moment donné, ont lancé des initiatives concrètement ou sont devenues très visibles ou porteurs de quelque chose en y Les passant du méga temps. basculeurs. Mais ensuite, on pourra s'intéresser à d'autres audiences pour venir confronter ces résultats, effectivement. Et ensuite, on a des choses comme quitter son taf, la solitude, on retrouve aussi assez régulièrement. Un besoin d'exploration, un trop-plein, voilà. OK? Donc là-dedans, on a concrètement plein de verbatims associés et plein de sous-catégories. Donc on a aussi des bouquets de catégories qui se parlent entre elles. On voit qu'il y a certaines catégories qui s'allument en même temps que d'autres. Et c'est ça qui rend la chose hyper intéressante. Donc, PPA, c'est la question personne inspirante. En fait, il y a deux choses. Il y a personne inspirante et personne soutenante. Personne inspirante, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas forcément dans ma vie, mais qui va jouer un rôle dans ma prise de conscience. Donc là, c'est plutôt via des vidéos, via des films, via des références culturelles, ou via un professeur, par exemple, qui peut avoir un rôle important, un mentor plus ou moins proche. Et personne soutenante, ça va être vraiment quelqu'un qui est plus proche de moi, qui va jouer un rôle de père, un apprentissage avec cette personne qui a un rôle plus étroit. Donc il y a vraiment les deux choses, je pense, qui sont en train de se dessiner. Mais ça, on le retrouve très souvent, une personne inspirante, un rôle modèle.
Et dans personnes inspirantes et apprentissage par les pairs, on a aussi souvent identifié que les personnes arrivaient facilement à se projeter dans un autre mode de vie à partir du moment où ils rencontraient des personnes qui n'étaient pas trop éloignées d'eux. Donc, dit concrètement, si on rencontre directement une personne qui est à 1000 lieues de notre propre vie, même si on trouve ça inspirant, on va pas forcément se projeter là-dedans et c'est pas ce qui va nous mettre en mouvement. Par contre, si on a une personne qui est un peu plus avancée que nous, sur les enjeux écologiques et ou sociaux, et bien là, dans ce cas, on va se rendre compte que c'est possible, que c'est accessible et ces personnes-là vont devenir très inspirantes pour les personnes qui cheminent. Donc, on le retrouve avec apprentissage par les pairs à droite, notamment. Là, ça s'appelle l'influence sociale. C'est hyper puissant. Les effets, à votre avis, comment on reconnaît quelqu'un qui a basculé quelles sont les différences marquantes avec les gens qui n'ont pas basculé? Il va falloir qu'on accélère un peu puisque il est déjà 53. On va aller un peu plus vite. Voilà. Quitter son travail. Ouais. T-shirt pourri, Un t-shirt pourri. la réutilisation à outrance, c'est ça. Devenir végé, Ouais. se rendre compte qu'il y a quelque chose après le périph', porter un sarouel, ralentir, plus d'avion, sevrage de l'avion et la viande, des boucles d'oreilles, c'est marrant. Oui, les longs cheveux, on pourrait Ouais. associer à ça aussi. Alors, on n'aura pas de choses aussi précises que arrêter la viande, ça va rentrer dans quelque chose de plus vaste, qui est peut-être un changement de comportement pro-écologique, des choses comme ça, mais peut-être qu'à terme, on aura des choses plus précises. Là, on reste vraiment sur un niveau de catégorie, de variables. Donc, ce qui est quasi omniprésent, c'est le fait de trouver et de répondre à ce besoin d'alignement et de sens. Donc, on peut le voir en deux temps. Le premier, c'est un besoin, une quête, et là, on est vraiment sur des gens souvent qui sont très alignés avec leurs valeurs, avec leurs besoins, avec une connaissance d'eux-mêmes qui sont assez impressionnants. Un effet boule de neige où c'est des personnes qui rayonnent assez fortement autour d'eux et qui activent des effets en cascade de bascule. Donc ça, c'est assez impressionnant de voir ça. Et un mélange pro-perso, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, où à partir de ce moment-là, c'est assez difficile de ne pas avoir un mélange entre les deux mondes, tout en prenant soin de ne pas trop déverser l'un dans l'autre. Alors, c'est pas évident, mais ça devient compliqué de garder une scission de deux identités, une identité pro, une identité perso. Ça devient vraiment mélangé. Sur la partie des effets, on ne l'a pas mentionné ici, mais il y a autant des effets qu'on pourrait étiqueter comme positifs que des effets qu'on pourrait étiqueter comme négatifs. Donc là, je prends un exemple de l'entre-soi. Ça peut être à la fois un refuge pour des personnes qui en auraient besoin, mais aussi considéré comme quelque chose de négatif pour l'impact qu'on peut avoir ou pour les relations sociales, etc. Et c'est pareil pour le mélange pro et perso. Il peut y avoir une forme de trop-plein dans le fait de plus avoir de vrais distinguos entre la vie professionnelle et la vie Oui. personnelle, parce que tout s'est entremêlé. Le trop-plein, alors, on ne l'a pas mis là, mais c'est quelque chose qui vient souvent, le trop-plein. Ça fait partie des effets aussi. J'ai vu quitter son travail. Quitter son travail, c'est plus dans le cheminement que dans les effets. Dans les effets, ce serait plutôt trouver un nouveau travail ou réduire son temps de travail ou des choses comme ça. Et évidemment, beaucoup de renoncements qui vont avec, et puis le développement de nouvelles postures, de coopération, un rapport au travail qui est très différent. Encore une fois, beaucoup d'évidences qui vont venir se préciser et se nuancer au fur et à mesure. Et la pérennité, là, je ne vais pas vous poser la question parce qu'il faut qu'on rattrape un peu de timing. Mais là, dans les facteurs de pérennité, donc là, on quitte uniquement l'individu, mais on parle aussi des enjeux collectifs. Typiquement, le fait d'être dans un projet collectif avec des valeurs fortes autour de ces enjeux écologiques fait partie des critères de pérennité pour les gens, pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur bascule et que ça puisse être pérenne et qu'il y ait un enthousiasme sur le long terme. Il y a besoin de projets collectifs. Il y a besoin, dans ces projets collectifs, d'un modèle économique et d'une sécurité financière. Ça fait partie de pas mal des choses pour pas que ça s'effondre, en fait, derrière. Donc, il y a un vrai enjeu autour de ça. Et donc, ça, c'est un enjeu important. La gouvernance aussi, évidemment, le fait d'avoir des gouvernances qui tendent vers plus d'horizontalité. Alors, ça ne veut pas dire d'avoir que des gouvernances horizontales pures, mais en tout cas, il y a une intention et un besoin d'avoir des liens humains et un soin de ça, autour de plus d'horizontalité. Et évidemment, on retrouve beaucoup de rituels collectifs, mais aussi individuels. Voilà, il y a pas mal de choses qui reviennent, des routines assez saines autour de ça. Voilà, il y a plein de choses. On ne va pas rentrer dans le détail, mais et là, sachant que cette partie pérennité, c'est celle où on a le moins d'éléments pour l'instant, puisqu'elle est à mi-chemin entre l'individu et le collectif, et donc c'est un autre angle de lecture. Encore une fois, sur ce point,
On vous invite vraiment, hein, parce que c'est pas encore validé à 100%. On avait vraiment envie de vous partager des étapes intermédiaires aussi pour vous transmettre comment ça se passe la recherche, comment on peut faire pour passer de grandes thématiques et d'entretiens avec des personnes à des choses concrètes. Là, c'est pas ce qui est encore validé officiellement. Je rappelle qu'il y a une toute petite partie des entretiens qui a été codée, analysée. Donc, vous amusez pas à faire des captures d'écran et à mettre ça dans des slides futurs parce que sinon, ce sera pas forcément validé. Pour répondre à la question de Thomas et de Phil, sécurité financière, c'est un besoin personnel. C'est de quoi j'ai besoin moi pour avoir suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins, mais pas que mes besoins matériels, mais aussi mes besoins culturels. Donc voilà, c'est assez particulier comme sujet, l'argent et la sécurité financière. Il y a un besoin de quoi j'ai besoin pour vivre, mais de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité, de quoi j'ai besoin pour me sentir reconnu de mes proches, de mes parents, etc. Donc il y a plein de choses autour de ça. C'est très personnel, alors que modèle économique, c'est plutôt collectif. Mm. Et c'est plutôt dans ma projection pas de carrière, mais d'emploi et dans ma projection collective, s'il y a un projet collectif. Voilà, donc voilà, on a mis les deux. C'est encore à creuser pour voir l'écart entre les deux. Et c'est là où la suite des entretiens va nous permettre d'affiner en fait ça. Euh, voilà, donc si on prend un peu de recul, donc là c'est qu'une petite partie, hein, puisque 195 variables c'est plus large que ça, mais ça donnera une vision un peu comme ça par catégorie, par variable, puis par sous-variable, etc. Et on a aussi des influences externes qui sont transverses avec tous les axes, qu'on peut appeler aussi des variables modératrices, où quand elles sont activées, ça accélère la bascule, ça la rend possible, ou quand elles sont pas là, ça la rend plus délicate, notamment la sécurité financière, notamment la reconnaissance des proches, notamment le temps libre. Voilà, on a plein de choses qui peuvent venir ici. Voilà, c'était juste pour vous donner des éléments de à quoi peut ressembler la manière de vulgariser au fur et à mesure ce travail-là, qui part de beaucoup de données en vrac dans un coffre et on essaie vraiment de faire des choses plus visibles et plus partageables, mais le chemin est encore assez long. Il y aura pas mal de temps pour réagir après et échanger. On termine juste la présentation, il nous reste une petite dizaine de minutes. Euh, Et ouais. alors justement là, Benoît, hein, effectivement, le tableau que vous avez vu là, ça peut sembler un petit peu écrasant, toutes ces variables. Enfin, faut imaginer que c'est un peu comme des petites lumières qui s'allument. Et en fait, nous, on va essayer de comprendre comment, quand telle et telle lumière s'allume, telle autre s'allume. En fait, ça nous fait autant de trajectoires et autant de chemins qu'on va explorer et qu'on va vous montrer après dans les premières contributions qu'on a. Donc en fait, on est sur, on cherche pas, vous voyez, une approche en silo de la recherche où il y aurait voilà, les meilleures variables, puis un peu les moins bonnes, etc. Là, c'était pour des raisons pédagogiques, mais l'idée, c'est effectivement de comprendre qu'il y a plein de trajectoires et qu'il y a voilà, dans la complexité, un ensemble de facteurs. Et donc, les suites de la recherche, bah, c'est aussi évidemment d'avoir des modes de recherche qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire associant du qualitatif, comme on le fait, mais aussi du quantitatif, des éléments de contexte, pour effectivement pouvoir pondérer les choses. Et comme je le disais, surtout pas s'enfermer voilà, dans une approche en silo. Hein, notamment, là pour le moment, on s'est intéressé à des personnes qui basculent, mais qui basculent pas dans leur coin et se font oublier, hein, qui basculent, mais en fait qui ont lancé quelque chose. Donc il y a certainement des personnes qui basculent dans leur coin et puis ils deviennent ermites ou qu'on ne voit pas. Elles nous intéressent potentiellement aussi, mais pour le moment, justement, bah, c'est pas trop celle qu'on a été voir, hein, et on a plutôt vu d'ailleurs que le passage à l'action ça faisait partie aussi de l'équilibrage de ce qui était rassurant en fait aussi pour les personnes en tout cas qu'on a vues. Voilà. Donc là, vous avez, par exemple, le mode de vue qu'on peut développer. Alors, encore une fois, c'est vraiment encore en draft, hein, mais on peut imaginer par profil interviewé, sans avoir les noms en face, hein, bah, des boîtes qui s'allument en fonction des variables qui sont activées chez les personnes. Donc, on peut avoir plusieurs parcours de vie comme ça, qui activent différentes choses dans les racines, dans les cheminements. Et à terme, ça pourrait être intéressant d'imaginer des bouquets de variables, de voir en fonction des profils socio-culturels aussi, d'avoir différents angles, différentes manières de croiser les données pour essayer d'identifier, bah, je sais pas, par exemple, je me rends compte que l'anticonformisme couplé au voyage, peut-être que ça active plus de choses et qu'on retrouve une redondance et un pattern là-dessus. C'est complètement exploratoire encore, mais ça ouvre pas mal de perspectives avec la donnée qu'on va pouvoir mettre en quantitatif, donc passer du quali à du quanti, donc ce qu'on appelle la recherche hybride. Et donc là, il y a de quoi s'éclater, mais il y a de quoi y passer 10 ans aussi, quoi. Donc c'est là qu'il va falloir trouver la bonne ligne de crête pour, euh, pour avoir quelque chose l'année prochaine. Donc c'est voilà, la première finalisation complète est visée pour septembre 2025 pour avoir vraiment 100% des entretiens analysés et d'avoir ces différentes grilles de lecture beaucoup plus fines que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, mais qui sera en tout cas dans cette continuité-là.
Vas-y. Donc, à propos des fruits, donc, on appelle les fruits ce qu'on aimerait faire dans un monde idéal de tout ce projet, de toutes ces données collectées. Et donc, le premier fruit, vous l'avez bien compris, c'est la recherche, donc la production d'articles académiques et donc la continuité de la méta-étude pour répondre à la question que l'on rabâche depuis maintenant des années, que vous connaissez déjà toutes et tous. Peut-être un sujet que vous connaissez un peu moins, on a l'envie, l'ambition, le souhait, l'appel d'écrire un bouquin, voire même, pourquoi pas plusieurs, une série de bouquins sur différentes thématiques pour pouvoir faire en sorte que d'un projet de recherche, on puisse en récupérer des enseignements plus digestes, plus vulgarisés et plus accessibles, dont on puisse se saisir concrètement pour rentrer dans la catégorie aussi recherche-action à mettre entre les mains d'un maximum de personnes. Parce que ça, c'est vraiment une des intentions avec lesquelles on est arrivé au début, avec une grande envie de pouvoir propager et s'aimer les résultats de cette recherche. Et donc, le format livre, d'une part, parce on lit plutôt pas mal et que ici, toutes et tous, on partage cette appétence. Donc, le livre, ça peut être aussi un format BD. On aime beaucoup ce format et on a très envie de pouvoir travailler avec des BDistes, illustrateurs, illustratrices pour pouvoir nous accompagner sur ces différentes thématiques. Ensuite, dans les autres fruits, on a les sujets les plus évidents, je pense, c'est de pouvoir en faire des formats de conférences et de cours. Donc, José en a parlé tout à l'heure, ça serait pour alimenter l'école des grandes transitions que propose Gaïa au sein d'Audencia, mais pas que. Donc, on a quelques idées déjà de thématiques de conférences ou de formats de conférences qui seraient un peu plus interactives, comme on aime bien. Et donc, travailler avec des écoles, des universités, des rectorats, pourquoi pas, et pourquoi pas des entreprises qui pourraient avoir envie de proposer ce genre de thématique au sein de leurs organisations. Et donc, plus de manière plus originale, des supports ludiques et artistiques. Donc ça peut prendre la forme de jeu. On est pas mal ici dans cette visio à avoir expérimenté le game design, ou les serious games pour pouvoir rendre accessible de la complexité. Et bien, ce serait l'idée aussi. Donc, on est assez appelé par des thématiques, des types de jeux à la Dixit qui sont à la fois artistiques, créatifs, mais aussi immersifs. Donc, essayer de trouver un moyen pour faire en sorte d'activer ces différents bouquets de variables et faire s'activer chez les personnes qui ne les auraient pas encore activés. Trouver des moyens de mobiliser tout ce qu'on a appris de plus fort et de plus contrasté et le mettre dans des formats, dans des formats accessibles pour des personnes qui ont envie de s'en servir. Sur la partie académique, on a quelques résultats qui sont sortis. Un premier point, c'est l'entrepreneuriat pour une bascule écologique. On a pris le parti d'observer des entrepreneurs qui utilisaient l'entrepreneuriat à des fins de bascule écologique. Mais quand il faut mélanger les deux, bah, c'est pas si simple. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait deux structures dans l'écosystème des personnes interrogées qui favorisaient cet entrepreneuriat aligné. Il y avait d'un côté la caserne bascule et puis de l'autre l'atelier, la fresque du climat. Et en fait, en observant un peu plus dans le détail, ce qu'on a compris, c'est que ça permettait ces deux écosystèmes de vivre en tant qu'entrepreneurs avec peu de moyens. Et ça, c'est un point qui est vraiment caractéristique des entrepreneurs qui travaillent sur les alignements écologiques. Et puis le deuxième point, c'est que ça donne accès à un terreau fertile, notamment une rencontre d'acteurs engagés qui permet à ces entrepreneurs d'avancer dans une direction qui est plus propice, plus fructueuse assez rapidement. Donc voilà, on avait ce premier article. Oui, d'ailleurs, j'ai vu dans le chat tout à l'heure que certains d'entre vous omettaient être fresqueurs dans les conditions de bascule. Ben oui, mais justement, ça fait partie des choses qu'on a documentées. Je vais parler du deuxième article que l'on a fait avec enfin qu'on a écrit, hein, qui n'est pas encore publié, mais avec une chercheuse et collègue qui s'appelle Sandrine Frémaux. Alors, dans cet article, on se demande qu'est-ce qui fait que les individus s'engagent dans des projets et mouvements écologiques. Et ce que l'on a trouvé, c'est que justement, quand on disait tout à l'heure, on s'arrête pas aux évidences, ben, c'est pas seulement cet engagement, cette bascule, c'est pas seulement pour des raisons morales, le besoin de sauver la planète, c'est pas seulement lié à des craintes, l'éco-anxiété,
Mais c'est aussi eh bien, ce que vivent les gens dans ces communautés qui sont des sentiments de gratitude qui font qu'ils ont envie à leur tour de donner. Et donc donner, ça veut dire passer à l'action. C'est ce qu'on a appelé aussi la solidarité écologique. Voilà, et c'est ce que l'on a documenté dans cet article. En fait, c'est cascade de dons qui fait que, eh bien, quand on a beaucoup reçu et qu'on a été touché par ces échanges, eh ben, on a envie de passer à l'action soi-même et de donner à nouveau. Et puis une troisième contribution, et là je vais vous parler très modestement en tant qu'homme blanc de 52 ans, donc quand on parle effectivement sur ces thèmes voilà, des masculinités à revoir, on a interviewé pas mal d'entrepreneurs, alors hommes et femmes. Pourquoi se focaliser plutôt sur les hommes? C'est parce que effectivement, on peut passer à la slide suivante, dans la littérature, en fait, à part effectivement la masculinité, enfin les masculinités hégémoniques et patriarcales qui apparaissent de manière surdominante dans l'entrepreneuriat, pas exclusive mais quand même surdominante, en fait on connaît mal justement les formes de masculinité entrepreneuriale émergentes et on en a besoin justement pour donner la possibilité d'incarner autre chose. Donc là on met de côté les masculinités toxiques, donc on parle pas voilà vous avez tout de suite des noms en tête qui vous viennent évidemment sur ces sujets-là. On essaie effectivement de voir comment on peut sortir des masculinités hégémoniques et patriarcales sur lesquelles vous êtes, pour certains au moins sûrement, très bien documentés. Ce que là, en fait, la recherche montre c'est que même dans des milieux qui peuvent amener à s'engager, en fait, on garde toujours un petit côté hybride, c'est-à-dire que on arrive à se dépoussiérer d'une partie de cette culture hégémonique ou patriarcale, mais enfin, il en reste pas mal debout. Et donc, on s'est posé la question, finalement, dans le cadre de la bascule, dans le cadre de ce que certains ont appelé les masculinités écologiques, est-ce que ça peut pas embarquer finalement d'autres formes de masculinité entrepreneuriale en particulier, notamment avec l'idée que si on part de l'idée qu'on veut arrêter d'exploiter la planète, le monde, etc., peut-être que ça peut aussi redescendre sur la manière dont on se comporte avec son entourage, les autres hommes, les femmes, etc. Voilà. Et donc c'est ça qu'on a creusé. On a eu des entretiens vraiment extrêmement, enfin formidables, extrêmement touchants. Moi j'ai trouvé et notamment les entretiens de suite. Donc merci encore à s'il y en a qui sont là, enfin qu'on a mené notamment avec Benoît. Et donc là, faut bien comprendre, on va chercher à gratter un peu, mais les hommes dont on parle ici et qui entreprennent sont quand même des hommes qui ont déjà fait une grosse bascule et qu'en fait, qu'on fait énormément de sacrifices, énormément de mouvements, notamment en vue du projet et de la définition qu'on a donnée. Mais à l'intérieur de ça, on trouve en fait trois profils. On a un premier profil qu'on a appelé le missionnaire héroïque. C'est-à-dire, en gros, si on devait le résumer en un mot, c'est sauvons d'abord la planète. C'est-à-dire, écoutez, oui, mesdames, oui, il y a des sujets de genre, etc. On va les traiter, mais vous voyez bien, aujourd'hui, avec le réchauffement, on va d'abord s'occuper de ça. C'est caricatural, évidemment, quand je le raconte comme ça, parce que ce sont des personnes beaucoup plus subtiles qui font beaucoup d'efforts, mais en disant, voilà, on peut pas tout traiter en même temps. Et donc, effectivement, du coup, il y a du clash parce que c'est des mouvements aussi dans lesquels, enfin, c'est des organisations dans lesquelles il y a aussi pas mal de femmes et qui elles sont engagées et qui ont tendance à penser effectivement les choses dans leur globalité. Donc, il y a un peu des chocs de culture dans ce cadre-là. On a un deuxième profil qu'on a appelé le bon élève. C'est un profil d'homme entrepreneur qui a vraiment envie de bien faire et qui aimerait tout de suite avoir tout réglé et en fait qui agrège un peu toutes les contraintes. Donc, qui veut être un peu un premier de la classe et qui du coup reçoit de manière parfois à ses yeux un peu injuste beaucoup de critiques, beaucoup de clash parce que effectivement il y a tous les impensés, tous les angles morts effectivement de ce qu'impliquent nos masculinités et du coup ça peut créer parfois un peu un effet un petit peu Calimero, c'est-à-dire je fais tous ces efforts et au lieu de me dire que je suis un super mec, on trouve qu'il y a encore des trucs qui vont pas quoi. Et c'est dur, effectivement, c'est je dirais peut-être le profil qui est le plus dur à vivre parce que dans le 1, il y a encore cette position relativement puissante qui fait qu'on se protège. Dans le 2, en fait, il y a déjà une grande ouverture qui fait qu'en fait, les entrepreneurs sont un peu vulnérables. Et puis, il y a le troisième, on en a un petit peu moins. C'est
une posture finalement un peu plus apaisée d'entrepreneur homme qui s'assume en chemin, imparfait, avec encore du chemin à faire, qui d'ailleurs, dans cette réciprocité, considère que, bah, effectivement, il faut, on va partager les honneurs et la gloire de l'action qu'on mène, mais aussi la charge mentale. Et donc, contrairement au deuxième, le bon élève, qui porte sur lui tout seul toute la charge mentale de la situation, en tout cas une grande partie, ben, effectivement, dans le 3, on est beaucoup plus délégatif, aussi des charges mentales, et on s'assume en chemin. Voilà. Hein, donc évidemment, tout ça, là, on a une description beaucoup plus nuancée de tout ça, hein, et donc, d'ailleurs, à partir de ça, on a réfléchi effectivement, mais potentiellement à un modèle 4, mais qu'on n'a pas encore dans le terrain. Hein, et vous voyez bien là, que ce soit le modèle 1, 2 ou 3, on est quand même évidemment très très loin des masculinités patriarcales, hégémoniques, classiques. En tout cas, il y a beaucoup de chemin qui a été, qui a été effectué. Voilà. Très, très, trop rapidement, certainement. On est même sur 7 nuances de masculinité, je crois, si on tient un petit peu le fil. Et en tout cas, il y a plein de choses derrière et cet article-là a un gros potentiel puisque c'est un sujet assez brûlant dans les écosystèmes engagés. Et je pense que là-dessus, c'est un bon exemple aussi d'une capacité à vulgariser derrière avec différents formats les résultats de cet article-là, qui vont pouvoir aussi être de la recherche-action, voire de la recherche-intervention pour accompagner des collectifs. Donc, il y a plein de choses à imaginer. Mais oui, je reviens sur la puissance des entretiens menés, que ce soit avec les hommes, avec Arnaud, ou avec les femmes que vous avez menées avec Céline et Oui, Anastasia. et j'ajoute effectivement qu'on a mené en parallèle des entretiens spécifiques. À la fois, bah, on était avec Benoît pour les hommes, et puis effectivement, Anastasia et Céline ont fait des focus group avec les femmes. Et là, on a, enfin voilà, c'est des choses quand même vraiment aussi très intéressantes parce qu'on regarde évidemment l'autre versant et notamment encore une fois les impensés, ce qu'on voit pas. Donc c'est voilà, c'est bousculant mais passionnant. Hop, on termine rapidement. Avant de clôturer, donc on a fini la présentation, mais il y a quelques éléments, si jamais vous vous dites, mais comment on peut donner un coup de main à ce projet incroyable? Euh, c'est pas très compliqué. Si vous avez des contacts en Corée, au Japon ou en Europe, c'est le moment de nous mettre en Comme tout le relation. monde, Voilà, vous avez évidemment. évidemment un pote au Japon qui fait de l'écologie, et tout le monde a ça. Si vous connaissez des chercheurs ou des chercheuses, ou si vous êtes vous-même chercheur, chercheuse, nous, on est intéressés pour pouvoir collaborer sur des thématiques précises, puisque là, on a 3 articles, mais en fait, on a de la matière pour faire une trentaine d'articles en réalité. Mais on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des gens qui viennent sur des thématiques dédiées pour profiter de ce jeu de données et écrire avec nous. Et très concrètement, les différents axes qu'on vous a montrés tout à l'heure, on a de la matière dans tous les axes, donc plus ou moins dans certains axes, mais ça laisse autre possibilité d'écriture de papier avec de la donnée déjà existante et semi-structurée. Ensuite, on a un enjeu artistique de production. Donc là, nous, on est ni illustrateur, illustratrice de BD, ni quoi que ce soit. Donc, on a vraiment envie de mettre ce projet au service de l'art et d'utiliser l'art comme un moyen de le diffuser. Donc, c'est très vaste. Ça peut être de l'art pictural, de l'exposition ou des musiques. Ah, et ensuite, il y a un coup de main sur de la data vise et sur des outils d'analyse, puisque là, l'idée, c'est de passer dans quelque chose d'un peu plus visuel et un peu plus sexy. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et après, évidemment, derrière, on a toujours besoin de financer ce projet, puisque on est indépendant et on souhaite le rester le plus longtemps possible. Donc, pour ça, il faut qu'on puisse avoir des prestations en fait, dans les pays où on passe pour pouvoir aussi financer le projet. Ou en Voilà. distanciel. Ou en distanciel, d'ailleurs. On a dit, on s'arrête là, puisqu'on a un peu éclaté le timing. Merci beaucoup. On va couper l'enregistrement. On vous remercie et on passe aux questions. Enregistrement.